Bonsoir, merci pour votre invitation. Je n'ai pas prévu de PowerPoint, donc vous allez devoir m'écouter sans pouvoir lire ce que je vais dire, mais j'essaierai de transmettre par la suite un récapitulatif de mon exposé. Je vais donc présenter un travail d'étude que nous avons mené, une collègue qui est Onak Poumine, collègue d'émergence qui ne peut pas être là ce soir pour des raisons de santé malheureusement, et moi-même pour le compte du comité central d'entreprise, d'une grande entreprise française de l'énergie, que je ne peux pas nommer ici, mais donc qui a engagé toute une série de travaux et de dispositifs en faveur de l'égalité professionnelle. Et nos commanditaires nous demandaient simplement d'évaluer un peu la situation de manière à pouvoir envisager quelles étaient les pistes d'amélioration possibles et également de façon à y voir un peu plus clair sur, disons, les effets et la pertinence des dispositifs qui étaient mis en place, puisque l'entreprise étant de grande taille, il était compliqué pour les personnes qui nous avaient mobilisés, disons, d'appréhender dans le détail l'ensemble des situations de l'entreprise. Alors, mon exposé va avoir beaucoup à voir avec ce qui a été dit précédemment, puisque une partie de notre travail a consisté justement à décortiquer les chiffres. Donc, je vais m'en expliquer. J'ai prévu simplement de présenter mon exposé en trois parties. La première partie, je voulais préciser un peu le contexte de cette entreprise, qui se caractérise quand même par un certain nombre, disons, d'initiatives qui ont été prises, qui sont assez anciennes, en faveur de l'égalité professionnelle. Et donc, a priori, une entreprise où le contexte est plutôt favorable à la prise en charge de la problématique des inégalités et qui, disons, déploie un certain nombre de dispositifs en réponse justement à ces inégalités de traitement, avec l'idée qu'il faut aller vers l'égalité professionnelle. Et vous pourrez constater que, j'y reviendrai, que ce qui est mis en place constitue le vecteur finalement d'une communication d'entreprise qui de fait attribue une image extrêmement favorable à l'entreprise en matière, disons, d'égalité professionnelle. Donc je vais rappeler brièvement ces éléments-là. Dans une deuxième partie, je vais exposer quelques caractéristiques de l'entreprise du point de vue de sa féminisation, pour montrer ce qu'il en est. Et puis en troisième lieu, je m'arrêterai justement sur la problématique des indicateurs, sur l'égalité notamment salariale. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des données qu'on avait pu travailler dans le cadre du rapport en décortiquant les rapports de situation comparés. Mais je dirai deux mots sur les indicateurs sur l'égalité salariale et sur les données de situation, parce que, pour ne pas tourner autour du pot et vous dire tout de suite la conclusion de cette affaire, c'est que nous avons pu mettre en évidence qu'il y avait en fait une pratique de masquage des inégalités de genre qui était développée par l'entreprise, qui affiche des résultats absolument hors du commun pour une réalité qui, en fait, est extrêmement dégradée au plan salarial, comme sur d'autres domaines, même si des efforts sont effectivement faits. Mais disons, pour le dire assez nettement, que la situation ne diffère pas véritablement de ce qui s'observe au niveau national, en moyenne sur l'ensemble des entreprises. Donc ça interroge évidemment sur la question des outils qui sont mis à la disposition de la lutte en faveur de l'égalité professionnelle en entreprise. Ça interroge aussi sur, finalement, aujourd'hui, ce qu'il convient de mettre en œuvre d'un point de vue stratégique, d'un point de vue de la réflexion dans l'entreprise comme hors de l'entreprise pour répondre à ces enjeux. Alors, premier point, sur les démarches en faveur de l'égalité professionnelle dans cette entreprise de l'énergie, je le disais, premier élément assez caractéristique, c'est une sensibilité ancienne à cette question. Une sensibilité ancienne, en particulier dans la direction des ressources humaines, qui avait pu être relayée d'ailleurs au sein de la direction générale de l'entreprise et qui s'était traduite par une série d'initiatives intéressantes. Par exemple, avant même la loi sur l'égalité professionnelle de 83, l'entreprise réalisait, parce que c'est une entreprise assez ancienne, un dossier statistique sur le personnel féminin chaque année depuis 1974. À partir de 83, l'entreprise a systématiquement présenté un rapport de situation comparée. C'est assez significatif, parce que beaucoup d'entreprises ne le font pas, ou ne l'ont fait que extrêmement tardivement. Et rare étaient finalement les entreprises qui, à l'époque de la mise en place de la loi, disons, mettaient en œuvre cette disposition. Un certain nombre de travaux ont pu être aussi entrepris par la suite, à l'initiative d'une commission du personnel, sur la question de la faiblesse du nombre de femmes cadres dans l'entreprise et l'absence quasi totale de femmes chefs d'unité,
Et donc des travaux avaient été engagés pour essayer d'y voir un peu plus clair et de savoir comment est-ce qu'on pouvait finalement modifier cette situation. Et puis ces travaux-là avaient fait l'objet d'ailleurs de communications d'entreprise, de journaux, etc. Donc avec, disons, une prise de position de l'entreprise elle-même en faveur, disons, d'une prise en charge de la question de manière un peu sérieuse. L'entreprise s'était aussi fixée comme objectif de recruter des femmes diplômées en proportion au moins égale à celle issue du système éducatif dans les écoles et les universités. Bon. Des écoles de métiers avaient été ouvertes en 1978 aux femmes de manière à améliorer leur présence dans l'entreprise. Pas simplement symbolique d'ailleurs, puisqu'il y avait un travail qui avait été engagé pour qu'on favorise leur présence dans les métiers techniques, au sein des collèges d'exécution et maîtrise, où les femmes y sont traditionnellement extrêmement minoritaires, enfin, pour ne pas dire quasiment absentes totalement. Bref, toute une série de choses, une recherche menée en 1985, dont Hélène Yvonne Ménaud pourra parler, parce que je crois qu'elle y était impliquée. Et puis, une chose tout à fait intéressante, c'est que l'entreprise s'est toujours conformée aux dispositions légales. Bon. Et également aux accords de branche, et notamment dans les années 2000, avec les nouvelles dispositions, la loi Génisson et ensuite les évolutions législatives, notamment la loi 2006, loi 2010, l'entreprise s'est systématiquement conformée aux dispositions légales et de branche. Et ce point-là était quand même, à notre sens, tout à fait important, parce que, ne serait-ce que par exemple en termes d'accords professionnels, l'entreprise qui a signé 3 accords, le nombre d'entreprises à avoir signé des accords sur l'égalité professionnelle à la suite des dispositions légales est resté assez réduit assez longtemps. En 2004, il y avait 129 entreprises qui avaient signé des accords. En 2010, elles étaient un peu plus de 2000, mais enfin, en gros, seuls 4% des entreprises avaient signé un accord égalité en 2009. Donc vous voyez que c'est quand même, il y a quand même encore loin de la coupe aux lèvres en matière de mise en œuvre, disons, des dispositions légales. Pour le coup, cette entreprise s'y était conformée. Donc, autre élément significatif, je l'ai dit, 3 accords d'entreprise avec des motivations assez explicites en faveur de l'égalité professionnelle, qui ont évolué au fil du temps. Donc, je ne vais pas m'y arrêter, mais ça mériterait quand même une discussion, on pourra y revenir après. En particulier aujourd'hui, disons, du point de vue des sous-bassements philosophiques, des motivations, disons, de cette politique d'égalité professionnelle. D'une part, la promotion de la diversité et de l'égalité des chances, qui est donnée comme justificatif première, avec l'amélioration de l'attractivité et de la performance de l'entreprise. On a eu une évolution sur ce point de vue-là entre le premier accord de 2004 et puis les accords suivants, 2007 et 2012, puisque dès 2004, l'égalité professionnelle était revendiquée au nom d'un droit, qui était le droit à l'égalité, alors que dans les accords suivants, cette dimension du droit disparaît au profit précisément de l'amélioration de l'attractivité et de la performance, et puis d'une sorte de dissolution, enfin, disons ça c'est mon appréciation, mais au profit d'un mélange de l'approche de l'égalité professionnelle dans la diversité et d'une certaine manière d'un masquage. Bon. Et ce choix, cette orientation n'a pas été explicitée, nulle part. Alors que pour autant, elle soulève quand même tout un certain nombre de questions. Bon, je ne vais pas y revenir, on y reviendra après, si vous voulez, dans la discussion, mais qui sont tout à fait importantes. Qu'est-ce qui justifie que, par exemple, on assimile l'égalité professionnelle à la diversité et qu'on mélange dans des dispositifs ensuite très concrets dans l'entreprise les pratiques et la politique d'égalité professionnelle avec tout ce qui est de l'ordre du handicap, etc., qui sont des aspects tout à fait essentiels. Je ne suis pas en train de vouloir minoriser cette problématique, mais qui relèvent quand même de problématiques très différentes. Alors, du coup, on a aussi un certain nombre de plans d'action qui ont été développés, un budget important, pour le coup, alors, important. Disons, dans l'affichage, on n'a pas pu savoir véritablement dans le détail ce que ce budget, disons, le dimensionnement de ce budget et ce à quoi il est affecté. Mais dans l'affichage, une série d'éléments nous font dire que les ordres de grandeur donnés sont sans doute assez proches de ce qui a pu être fait à un moment donné. Des chiffres importants ont pu être donnés. Par exemple, 2 400 000 € auraient été attribués au titre du rattrapage des rémunérations dans le cadre de la mise en œuvre du premier accord, qui s'était instauré de 2004 à 2007. Cet accord avait effectivement donné lieu à des mesures
de rattrapage des salaires de femmes collectives, avec la mise en place de dispositifs salariaux spécifiquement dédiés à l'égalité professionnelle, à l'égalité salariale, et qui, de fait, fondait une reconnaissance implicite des discriminations qui avaient préexisté, disons, à la mise en place de l'accord de 2004. Mais il y a eu effectivement une modalité de rattrapage et des chiffres, ensuite, le décortiquage des chiffres permettait de le montrer. En termes aussi de moyens alloués, un certain nombre de formations peut être organisées. Il y a des personnes dédiées à la thématique de l'égalité professionnelle au sein de la DRH, etc., etc. Un budget important alloué au titre de l'opération CESU Petite Enfance, près de 4,5 millions d'euros en prévisionnel 2010. Bon, vous voyez, donc on est sur des enveloppes assez générales. Évidemment, il conviendrait de regarder un peu plus près parce qu'il y a aussi des dispositifs d'exonération qui se mettent en place et dans le calcul des entreprises, ça joue. Bon, on n'a pas pu aller vraiment dans le détail. Enfin, disons que tout ça montre qu'on a affaire à une politique qui prend corps et qui s'appuie sur des dispositifs importants et des moyens qui sont affichés. Bon. Et puis, on a autre caractéristique importante sur laquelle il faut s'arrêter parce que ça suscite après la réflexion par rapport aux résultats suivants, c'est une mobilisation des organisations syndicales dans cette politique-là. Et en particulier, les 3 accords que j'ai mentionnés tout à l'heure ont tous été signés par les organisations syndicales représentatives, par l'ensemble des organisations, CGT comprises, d'une part, et d'autre part, ils ont donné lieu à la mise en place d'une commission égalité professionnelle de suivi des accords au niveau national, qui implique des représentants des organisations syndicales et dans laquelle, outre une présentation régulière, disons, de l'avancée de la politique, des dispositifs qui sont mis en place, il y a des décisions qui peuvent être validées en commission. Donc il y a une implication forte des organisations syndicales comme ça dans cette politique. Et donc au total, si vous voulez, on a une politique importante, des moyens importants, un dialogue social qui est mis au service de l'égalité professionnelle et qui est valorisé en tant que tel, et puis des résultats qui sont proprement extraordinaires si on écoute ce qu'en dit l'entreprise. Bon. Et qui en est attesté notamment par 2 éléments importants. Le premier, c'est que l'entreprise en question a reçu par 2 fois le label égalité professionnelle, donc qui est un label qui est décerné au niveau national sous le dispositif AFNOR pour les entreprises qui sont un peu modèles en matière d'avancée sur l'égalité professionnelle. Et puis, surtout, l'entreprise en question affiche un résultat absolument extraordinaire, proprement extraordinaire en matière d'égalité salariale, puisqu'elle prétend depuis 2009 que l'égalité salariale est une réalité en son sein et que les écarts de salaire ne sont plus que de moins d'1%. Et qu'ils se réduisent en plus au fil du temps. En 2009, on devait être à 0,8, en 2010 à 0,6, en 2011 à 0,4. Peut-être qu'aujourd'hui on est à 0,2, enfin bref, donc vous voyez, il n'y a plus d'écart de salaire. Alors, c'est un peu compliqué quand on arrive pour une étude comme ça dans une entreprise qui affiche autant de choses. Donc on est allé en voir un peu plus près, sachant que c'était méthodologiquement compliqué du fait de la taille importante de l'entreprise. Alors, je vais du coup en venir à la question de la féminisation, parce que la première question qui se posait, c'était de savoir quelle avait été l'évolution de cette féminisation. Et puis, finalement, par quoi elle se caractérise. C'est une dimension importante. Alors, on a une féminisation dans l'entreprise qui est en progression, dans une entreprise qui est traditionnellement très masculine. On est dans le domaine énergétique, dans le secteur énergétique, une entreprise qui a été très marquée par la technique, historiquement, et dont les effectifs masculins et ouvriers ont été très longtemps les plus nombreux, et parmi lesquels, effectivement, la part des femmes était assez réduite. Alors, je n'ai pas le détail surtout ici, mais on a du coup une évolution de cette féminisation avec une part qui a progressé notamment dans la dernière décennie et qui est passée de 22% en 2000 à 30% en 2011. Alors, on peut se dire, effectivement, il y a un effort qui est fait, qui est accompli et qui est sans doute, peut-être, c'était l'hypothèse, le résultat finalement des efforts de cette politique mise en place en 2000. En réalité, quand on regarde d'un peu près, on se rend compte que cette évolution favorable de la féminisation est d'abord le fait d'une diminution des effectifs masculins, beaucoup plus rapide que celle des effectifs féminins. En 2007, la dynamique de féminisation a connu un essor important de presque 6 points en un an. On est passé de 23 à 29,6%, en raison notamment des transformations d'entreprise qui a été découpée et du fait que ça s'est traduit par la sortie d'une part significative d'hommes vers les filiales de distribution et de transport du groupe,
des hommes qui étaient majoritairement aussi en exécution. Bon. Donc on a une dynamique de féminisation qui prend appui là-dessus, hein, sur une recomposition, une restructuration de l'entreprise avec un départ plus important d'hommes. Il n'empêche que cette féminisation prend aussi appui sur des recrutements plus importants de femmes, notamment dans une branche nouvelle qui se développe à partir des années 2000, fin des années 90-2000, qui est la branche commerciale de l'entreprise. Mais en gros, depuis 2007, le taux de féminisation se stabilise à hauteur de 30%. Donc on a quand même une entreprise qui est aujourd'hui transformée du point de vue de ses caractéristiques traditionnelles. On avait une entreprise historiquement ouvrière, technique et masculine, qui subit une transformation structurelle de ses effectifs, dont les emplois aujourd'hui sont beaucoup plus qualifiés, qui voit sa part de maîtrise du cadre augmenter significativement. Les femmes intégrant l'entreprise, aujourd'hui encore et dans la décennie, sont plus diplômées et aussi plus jeunes que celles des générations passées. Voilà, au moment de leur recrutement. Après, les données dont on avait pu disposer ne permettaient pas de comparer véritablement le niveau des femmes et des hommes au plan des qualifications actuellement, puisque ça avait disparu des rapports de situation comparés, mais ces données-là donnaient des éléments sur la féminisation. Reste que, sur cette question de la féminisation, d'une part, les femmes restent davantage concernées par les précarités. Il reste aujourd'hui 2 fois plus de femmes en CDD que d'hommes. Hein, donc les CDD, les contrats précaires qui sont relativement réduits dans cette entreprise, qui bénéficient du statut des IEG, touchent davantage les femmes que les hommes. Et puis, une autre caractéristique tout à fait importante, c'est une division sexuelle du travail très marquée, avec, là encore, dans cette entreprise comme ailleurs, une ségrégation professionnelle, du coup, hein, qui est absolument remarquable. Les hommes et les femmes n'exercent pas les mêmes domaines d'activité, hein, ça confirme, disons, ce que vous disiez tout à l'heure, ne font pas le même métier et ne réalisent pas les mêmes tâches, hein, quand elles occupent les mêmes fonctions. Le domaine technique, qui reste le domaine cœur de métier de cette entreprise, reste un bastion masculin. Ça ne bouge pas. En 2011, les femmes n'y représentent encore que 11% des effectifs. A l'inverse, elles continuent d'être massivement présentes dans les domaines qui sont traditionnellement féminins, qui sont les domaines tertiaires et commerciaux, et où elles constituent respectivement 51% et 59% des effectifs. L'activité de production, exploitation, maintenance, production, ingénierie, considérée comme l'activité de forte valeur ajoutée de l'entreprise, reste assurée par les hommes. L'activité de soutien et de commercialisation, qui ne revêt pas le même poids symbolique dans l'entreprise, reste l'apanage des femmes. On a un autre élément qui est tout à fait significatif, qui est que cette ségrégation professionnelle, hein, malgré le fait de cette ségrégation professionnelle, les femmes restent aussi hiérarchiquement dominées dans tous les domaines d'activité. Alors, il y a un élément qui est absolument frappant, c'est que vous regardez la direction commerce de cette entreprise, qui est la direction féminisée, il y a 58% de femmes, qui est quand même mise en relief dans la communication d'entreprise ou dans les discussions qu'on peut avoir avec la responsable RH de l'égalité professionnelle, pour dire que c'est à travers ça qu'on progresse dans le cadre de la féminisation. Cette direction, aujourd'hui, est constituée de femmes à 59% des effectifs totaux, comme je le disais, mais les femmes n'y représentent que 38,9% des cadres, seulement 29% des membres de direction. Et au sein des branches, elles sont concentrées, et elles sont extrêmement majoritaires dans le collège d'exécution et niveau maîtrise. Au sein de la branche de ce commerce, il y a différentes divisions. Il y a 4 divisions au total. Dans la division qui s'appelle particulier et petite entreprise, les femmes y sont concentrées à 72%, alors que les hommes n'y sont concentrés qu'à 61%. Or, cette division-là est celle qui est la moins bien valorisée dans l'ensemble de cette unité. Je rappelle qu'on est quand même dans la direction féminisée de l'entreprise, hein, valorisée comme telle. Elle est également considérée comme la plus pénible aux yeux de l'ensemble du personnel de cette entreprise. Donc là, ça rejoint un constat encore qui avait été fait notamment par la DARES dans une étude assez récente, c'est que les femmes occupent plus fréquemment que les hommes les métiers les moins passionnants, ça se vérifie dans cette entreprise. Si on zoome aussi dans le cadre de ces différentes divisions, on se rend compte que par exemple la DPP, hein, qui est la moins valorisée, là où le travail est le plus dur, elle est constituée essentiellement 2 plages, G et H, hein, et H vaut moins que G, placé dans la classification en dessous de G. Les femmes y sont relativement beaucoup plus nombreuses, hein, en H qu'en G. Les hommes sont relativement plus nombreux au-dessus.
Bon, bref, toute une série de choses. Quand on regarde de près, on se rend compte que là, pour le coup, la domination hiérarchique par les hommes est systématique. Bon. Et donc c'est quelque chose qui est assez frappant dans les chiffres, mais qui n'apparaît pas à travers les données, disons, diffusées à travers des rapports de situation comparés. Il faut revoir, j'y reviendrai après. Alors, j'en arrive à la question des inégalités salariales. On a une situation, je vous disais, où l'entreprise affiche une égalité de salaire. Et puis, quand vous regardez d'un peu plus près, vous vous rendez compte qu'elle affiche que l'égalité de salaire est atteinte au niveau de la rémunération principale. Alors, il faut savoir que la rémunération se structure dans cette entreprise d'un volet d'une rémunération dite principale, que par-delà cette rémunération principale s'ajoutent des rémunérations variables, hein, dites complémentaires, dont l'une d'elles est isolée dans le cadre des rapports de situation comparés parce qu'elle est la rémunération à la performance. Donc elle est isolée pour pouvoir voir ce que ça donne du point de vue de la comparaison entre hommes et femmes. Donc on a en gros une rémunération principale, une rémunération dite à la performance et puis les autres dimensions de la rémunération complémentaire. Quand on regarde de près, l'entreprise dit que c'est sur le volet de la rémunération principale que l'égalité salariale est atteinte. Et elle dit par ailleurs que du point de vue des rémunérations complémentaires, des inégalités persistent, mais elles sont d'une certaine manière liées au fait que les métiers ne sont pas occupés, sont employés différemment par les hommes, occupés différemment par les hommes et par les femmes. Et qu'en l'occurrence, le nombre d'heures supplémentaires est beaucoup plus important dans le domaine technique, occupé par des hommes. Et donc, d'une certaine manière, c'est normal qu'il y ait une inégalité dans cette rémunération complémentaire. Il y a à travers ça, évidemment, une sorte de naturalisation de cette ségrégation professionnelle. Bon. Et donc, la question à laquelle ça renvoie, c'est évidemment la question de savoir si il est normal, finalement, que des métiers soient comme ça, attribués davantage à des femmes d'un côté ou à des hommes de l'autre, et si cette situation ne pourrait pas éventuellement évoluer. Mais j'en reviens à la question de la rémunération principale pour essayer de décortiquer un peu ce qui se disait et ce sur quoi l'entreprise se fonde. Alors, nous avons d'abord regardé d'un point de vue général, à partir du bilan social, ce qu'il en était de l'évolution salariale, en général, pour essayer de se confronter à cette communication d'entreprise qui affiche une égalité salariale. Et qu'est-ce qu'on a découvert à travers les données des bilans sociaux? Pas les données des rapports de situation comparés, mais celles des bilans sociaux. Eh bien que l'évolution des salaires moyens des hommes et des femmes entre 2005 et 2010, toute rémunération et toute catégorie d'emploi confondue, hors cadre supérieur et cadre dirigeant, était passée de 15,79% à 26,51% en l'espace de 5 ans. C'est-à-dire qu'en 5 ans, vous avez un écart global de rémunération entre les hommes et les femmes qui passe de 15,79 à 26,51% en défaveur des femmes. Voilà. Donc, on a une situation marquée par des inégalités qui sont assez proches finalement de celles qu'on retrouve au niveau national. Je rappelle qu'au niveau national, les écarts sont, si on se réfère au salaire moyen des femmes, de 33% à peu près. Mais là, dans ce que nous, on mettait en évidence en 2010 à travers les 26,51% d'écart, on ne tenait même pas compte des salaires des dirigeants. Et on ne tenait même pas compte, en plus, d'un certain nombre de salaires les plus précaires qui étaient écartés des calculs, des tableaux à disposition et qui touchaient essentiellement les femmes. Donc, en gros, grosso modo, on a 30% d'écart. Si on se réfère simplement au personnel statutaire, l'écart atteint 22,5% en 2010 contre 27% en 2000, mais 13% en 2007. Donc on a eu une diminution des écarts entre 2000 et 2007 et une augmentation des écarts ensuite sur la deuxième période des accords égalité professionnelle. Autrement dit, l'inégalité salariale reste très importante et en plus elle s'accroît sur la période de 2007 à 2012 aujourd'hui. Et pourtant, on a une entreprise qui se permet d'afficher qu'aujourd'hui, l'égalité salariale est atteinte. On est compte. Alors, sur quoi elle se base? En fait, il faut regarder d'un peu plus près. Ça méritait un examen un peu plus attentif. Et en fait, l'entreprise en question se base sur un indicateur qu'elle a construit de manière ad hoc à l'occasion de la réforme des accords, donc du passage au deuxième accord. En 2007, puisque cet accord-là faisait référence essentiellement à la nouvelle loi de 2006 qui prévoyait que l'égalité salariale devait être atteinte en 2010 sous peine de sanction. Et vous vous souvenez que ensuite, cette disposition-là sera annulée en 2010 d'ailleurs, puisque la plupart des entreprises n'avaient pas du coup atteint, disons, la cible. Et donc ça a été annulé et ça a été renvoyé à des dispositions beaucoup plus favorables, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait des efforts.
Vous en direz peut-être deux mots des plans d'action après. Alors en fait, sur quoi se fonde l'entreprise? C'est très simple. Elle a construit un indicateur qui est une moyenne de moyenne, en fait, des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes à niveau, c'est-à-dire à plage et groupe fonctionnel équivalent. Autrement dit, excusez-moi, autrement dit, si vous voulez, l'entreprise produit un tableau dans lequel elle va dire sur telle plage de l'entreprise, telle plage de rémunération, de poste, à poste équivalent, grosso modo, on a des hommes et des femmes qui ont des écarts de salaire qui sont relativement réduits. Et puis vous avez donc des lignes sur ces tableaux qui permettent de mesurer l'écart sur chaque plage. Et puis au regard de ces écarts, vous avez l'écart d'ancienneté moyen. Bon. Le lien entre l'un et l'autre n'est pas du tout explicité, mais il est dit qu'en gros, les écarts qu'on peut observer au niveau de chaque plage se justifient par un écart qui existe d'ancienneté moyen entre hommes et femmes, puisque les femmes, ils sont globalement moins anciennes en poste que les hommes. Bon. Mais ça revient à dire quoi? Ça revient à dire qu'en fait, disons, une personne cadre, sous statut, qui touche une rémunération encadrée par un statut, et dont l'évolution salariale est strictement encadrée par le statut, touche en gros, si c'est une femme, la même rémunération qu'un homme au même poste. Bon. Et donc en fait, on a un indicateur qui laisse de côté, d'abord, deux questions essentielles. La première, c'est que les femmes ne sont pas embauchées au même poste que les hommes, et à diplôme égal, n'accèdent pas au même poste qu'eux. Autrement dit, il masque les inégalités majeures entre les femmes et les hommes dans les parcours professionnels, de même qu'il évacue les écarts de salaire injustifiés liés au plafond de verre et à la paroi de verre, et il évacue aussi les effets temps de travail, puisque les rémunérations qui sont prises en compte, les écarts de salaire qui sont pris en compte sont des écarts qui sont référés aux indices salariaux et non pas aux salaires réels bruts qui sont versés. Donc, on a, de ce point de vue-là, ensuite, une moyenne de moyenne qui est établie, qui permet d'afficher un résultat global qui est extrêmement favorable et qui montre une évolution, disons, de cet écart qui tend à la réduction. Et donc, il faut aller quand même aussi plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a mis en évidence, c'est que si cet indicateur global, qui est la moyenne de moyenne pondérée par les effectifs, était si favorable, c'est en particulier du fait que les femmes sont concentrées et sont bloquées à certains niveaux. Et dans les niveaux où elles sont majoritaires en effectif, elles touchent une rémunération supérieure à celle des hommes parce qu'elles y restent beaucoup plus longtemps. Voilà. Donc vous avez un effet paroi de verre qui fait que les femmes sont bloquées dans leur parcours de carrière, qui fait que bloquées au même stade, à un stade particulier, à un moment donné, elles finissent évidemment au bout du compte par avoir une rémunération principale plus importante que les hommes, puisque les rémunérations évoluent en fonction du statut. Et que par conséquent, comme les effectifs ils sont plus nombreux, le calcul de moyenne permet en bout de course d'afficher un résultat favorable. Donc c'est une espèce de manipulation statistique qui sort de la tête de polytechniciens géniaux, qui permet d'afficher que voilà, la situation est favorable. Mais vous avez donc une situation de blocage, donc de paroi de verre, qui finalement est utilisée à contrario pour afficher une égalité de salaire. Alors même que si on reprend simplement les données générales, ce qu'on a fait de coefficients à partir des rémunérations principales en bas de tableau, vous apercevez qu'à l'heure actuelle, l'écart de rémunération principale entre hommes et femmes est à minima de 7%, sans tenir compte évidemment des effets temps de travail, sans tenir compte des effets aussi primes de déplacement, etc. etc. Bon. Nous avons par ailleurs aussi pu pointer que les écarts de rémunération complémentaire étaient extrêmement importants, mais que par ailleurs ils s'accroissaient également de manière importante. Et puis, donc, les rémunérations complémentaires, les hommes y ont davantage accès pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Il faut savoir que dans cette entreprise, les rémunérations complémentaires sont une partie extrêmement importante de la rémunération globale, puisque ça va de, quand on regarde les chiffres, les données générales, la part la moins importante dans le revenu global des rémunérations complémentaires correspond à 8%, et c'est pour les femmes du collège d'exécution du domaine tertiaire technique, et ça monte à 53% des revenus globaux pour les hommes du collège d'exécution en technique. Donc on a
dans cette entreprise, au niveau salarial, une part des rémunérations complémentaires qui sont tout à fait considérables, qui est tout à fait considérable. Par ailleurs, ça s'accroît et on se rend compte, quand on retraite les chiffres, que le niveau de ces écarts est globalement par catégorie extrêmement élevé et à peu près similaire un peu partout. En 2011, par exemple, on avait mis en évidence qu'il était de 25% en exécution, 24% en maîtrise, 24% chez les cadres et 24% dans la catégorie cadre supérieur. Autrement dit, on a une rémunération complémentaire qui redouble les inégalités, enfin les écarts de salaire au niveau de l'entreprise, hein, parce que vous avez des écarts à peu près similaires à tous les niveaux, ce qui veut dire qu'en gros, ça accroît au niveau brut les écarts de rémunération. Et donc vous avez une inégalité sociale qui redouble une inégalité de genre. Bon, par ailleurs, les données qui sont fournies à travers les rapports de situation comparée ne permettent pas précisément de travailler sérieusement sur ces données de rémunération complémentaire. Donc on a là j'allais dire une faiblesse, mais le mot est faible, c'est une défaillance considérable si on veut véritablement travailler à repérer à la fois les inégalités de salaire, là où elles prennent naissance, et puis essayer d'y remédier. On avait pu prendre connaissance d'une étude qui avait été réalisée dans le cadre d'un groupe de travail paritaire mené sous l'égide de la commission de suivi de l'accord dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fournissait quelques données, donc on les avait restituées. Elles étaient intéressantes. Elles mettaient par exemple en évidence que dans la direction commerce, qui est la direction la plus féminisée et mise en avant quand même par rapport à l'évolution de la féminisation dans cette entreprise, les hommes accèdent toujours plus que les femmes aux rémunérations complémentaires. Et en 2008, tout confondu, toute rémunération complémentaire confondue, un homme de la catégorie exécution touchait 521 € en moyenne contre 447 € pour une femme, soit un écart de 74 €, donc de 17% plus favorable aux hommes. 17%, c'est quand même important. Voilà, dans une direction et un collège massivement dominé par les femmes. Alors, une des questions, c'était de comprendre pourquoi. On n'a pas pu décortiquer parce qu'on avait très peu d'éléments là-dessus et on n'a pas pu malheureusement tirer le fil. Un des éléments qui nous avait été quand même glissé par un des représentants syndicaux de cette commission, c'était de se dire les rémunérations variables à la performance montrent aujourd'hui que les femmes sont globalement plus performantes que les hommes, ou au moins équivalentes, donc on ne peut pas les accuser aujourd'hui d'être moins performantes que les hommes, et donc ça ne peut pas justifier, disons, des écarts de salaire importants. En revanche, ce qu'on sait, c'est que du point de vue du rapport au temps de travail, les femmes sont toujours beaucoup plus contraintes que les hommes, en raison évidemment des tâches domestiques. Et donc les femmes sont beaucoup plus poussées, notamment à prendre du temps partiel ou bien à partir, à tenir dans les temps leur charge de travail, là où les hommes font beaucoup de présentéisme. Et la question qui était posée, c'était de savoir si cet écart de rémunération complémentaire se justifiait par des écarts de charge de travail ou pas. Voilà. Et ça, on n'a pas pu aller plus loin, mais c'était une vraie question qui se posait. Alors, donc, vous voyez un panorama global quand même qui montre que d'une part, les écarts de salaire restent considérables, évoluent plutôt défavorablement, en dépit d'accords signés et d'une politique d'égalité professionnelle qui fait l'objet de nombreux dispositifs et qui fait l'objet d'un affichage plutôt favorable. Donc une politique d'égalité salariale qui mérite d'être totalement requestionnée. En conclusion, on a une entreprise qui respecte la législation, qui se fait bien voir et communique sur les progrès qu'elle accomplit en matière d'égalité professionnelle, alors que la réalité est quand même tout autre. Je ne suis pas revenu sur ce qu'on a pu montrer en matière de plafond de verre, en matière d'inégal accès à la formation, etc. Bon, on avait décortiqué, là encore, la situation est globalement défavorable pour les femmes d'une manière générale. Mais ce qui est intéressant, là, je pense, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, une entreprise qui respecte la législation peut parfaitement masquer longtemps une situation défavorable sans que personne s'en aperçoive. Donc ça passe par la mise en place, par exemple, d'un indicateur ad hoc que personne n'a pu interroger. Une des raisons pour lesquelles ce n'est pas interrogé, c'est que les rapports de situation comparés sont transmis d'abord dans des délais assez brefs aux représentants du personnel, en format PDF, que le retraitement ne peut pas être fait comme ça, que ça nécessite un travail qui est considérable. Les données Excel ne sont pas fournies, donc il faut retravailler, retraiter soi-même. Et puis par ailleurs, d'une manière générale, là, disons, au-delà simplement de l'aspect salarial, une des caractéristiques majeures des rapports de situation comparés, c'est leur évolution dans le temps, qui font qu'il est extrêmement difficile d'assurer un suivi
de la situation année après année, y compris quand on est retraite. Vous avez par exemple des indicateurs qui vont se modifier, dont les périmètres vont se modifier. Alors on va modifier ici les catégories de personnel incluses dans l'indicateur. Là, on va modifier les modalités de calcul. Là, on ne va pas prendre les euros, les versements en euros bruts, mais les coefficients. Et puis la fois suivante, on changera, etc. Et donc vous avez comme ça des évolutions qui paraissent absolument, d'abord, qui sont assez invisibles quand on ne regarde pas de près, qui paraissent anodines, mais qui en réalité compliquent considérablement la tâche de suivi d'année en année. Et pourtant, ce sont des rapports de situation comparés qui répondent parfaitement à la réglementation. Donc là, on a un souci particulier. Et puis, donc, on a évidemment, par ailleurs, une question aussi qui se pose, c'est l'importance qu'on peut accorder à cette dimension-là. Alors là, aussi, du point de vue des organisations syndicales, les forces qui sont mises à la disposition, et dont on peut repérer que souvent, ceux qui prennent en charge, en tout cas nous dans l'entreprise dans laquelle on était, plutôt celles qui prennent en charge cette question sont celles qui sont préoccupées. Mais globalement, ça ne rentrait pas dans le cadre des priorités dans la stratégie syndicale. Donc ça contribue, si vous voulez, à ce que ces stratégies de masquage atteignent soit d'une efficacité assez forte pendant longtemps, pendant plusieurs années, que personne ne s'aperçoive des supercheries, et que par ailleurs, on a un affichage qui, de fait, fait endosser la responsabilité d'une situation aux organisations syndicales en les mobilisant dans le cadre de la commission nationale, en les faisant valider les dossiers de demande d'attribution du label égalité professionnelle, etc., etc., ce qui place ensuite considérablement en porte-à-faux les représentants du personnel quand vous sortez que la réalité ne correspond pas véritablement à ce qui est annoncé. Voilà. Donc voilà, je livre ça à la discussion. Une des questions, c'était de savoir pourquoi l'entreprise énergétique, je l'ai dit, en arrive à ça. Bon, une des questions, c'était la loi de 2006. Est-ce que c'est la loi de 2006 qui conduit finalement une entreprise à chercher, disons, des chemins de traverse parce qu'elle sait qu'elle n'y arrivera pas? Ça, c'est une question. En tout cas, je ne crois pas du tout que c'était par la crainte des sanctions. Mais d'une part, elles savent pertinemment qu'ils n'y arriveront pas. Et d'autre part, il y a besoin de pouvoir aujourd'hui... là-dessus, c'est une sociologue, Anne Salmon, qui disait qu'en matière éthique, les entreprises aujourd'hui, compte tenu des restructurations et de la normalisation marchande, ont besoin, disons, de se faire une bonne image à travers des problématiques particulières. Il est incontestable que l'égalité professionnelle fait partie, disons, des domaines de communication sur lesquels les entreprises pensent pouvoir communiquer pour redorer leur blason, là où c'est beaucoup plus difficile sur les domaines traditionnels, disons, de la négociation. Pour autant, ça ne marche que dans la mesure où nul ne s'en saisit comme une question tout à fait importante et ne démontre les supercheries qui sont mises en place. Voilà.